Le 10 octobre 2025, une décision tombe et deux chiffres s'entrechoquent, déchirant la routine des écrans de marché. En quelques heures, la fermeture de la rivière Sahel par Ibrahim Traoré fait chuter de 30% l'eau sous contrôle étranger, tout en déclenchant une envolée des primes de risque sur toute l'Afrique de l'Ouest. Que signifie vraiment ce choc pour ceux qui voient en Ibrahim Traoré non pas un saboteur, mais le pari brut d'une souveraineté qu'on disait impossible? Derrière une vanne fermée, une frontière politique entière se rouvre. La fermeture de la rivière Sahel n'a pas seulement créé une onde de choc médiatique, elle a ouvert un dilemme stratégique que le Burkina Faso ne peut plus éviter. Dès les premières heures, les marchés ont anticipé une rupture prolongée, tandis que les institutions internationales ont évoqué l'hypothèse d'un isolement durable. Pour le public, l'enjeu se dévoile nettement. Comprendre comment un acte unilatéral peut redéfinir les équilibres hydriques, économiques et politiques d'une région déjà sous tension. Le bénéfice potentiel, une souveraineté ancrée dans la maîtrise totale des ressources, s'énonce en 10 mots. Contrôler l'eau, c'est contrôler le destin du territoire entier. Pourtant, cette promesse s'accompagne d'un risque réel. Une période de pénurie, de pression financière et de fragilités internes que même les soutiens du gouvernement reconnaissent comme inévitables. Ce fragile équilibre entre promesses et périls devient la matrice de toute la suite. Les chiffres, les choix administratifs, les réactions populaires et les réponses régionales traceront la ligne de crête. Et si la libération espérée exigeait un prix plus élevé que prévu? Les premières données officielles, publiées moins de 24 heures après la fermeture de la rivière Sahel, ont révélé un basculement immédiat. Une réduction mesurée de 30% de l'approvisionnement en eau contrôlé par l'étranger et une contraction anticipée de 25 à 40% des bénéfices des entreprises internationales opérant dans la région. Ce double signal, chiffré et brutal, constitue le premier vrai rétroviseur du geste du 10 octobre. Mais derrière ces pourcentages se cache un enchaînement plus profond, celui qu'Ibrahim Traoré avait anticipé. La rupture d'un système hérité d'un contrat colonial datant de 1947, où la gestion de la rivière Sahel avait été concédée à des sociétés européennes selon des termes opaques. Pendant des décennies, ces entreprises avaient non seulement contrôlé les flux d'eau, mais également les données climatiques liées, verrouillant ainsi la capacité du Burkina Faso à définir sa propre politique hydrologique. Lorsque les enquêtes menées discrètement durant plusieurs années ont confirmé l'ampleur de cette dépendance, la décision est devenue pour le président une nécessité structurelle plus qu'un acte idéologique. La chronologie des heures qui ont suivi éclaire la logique de cause à effet. Fermeture des vannes à l'aube, réaction en chaîne dans les médias internationaux à midi, suspension de prêts par le FMI en fin d'après-midi, puis mobilisation populaire dès la soirée à Ouagadougou. Cette succession d'événements reflète un paradoxe. Alors que l'extérieur y voit un sabotage, l'intérieur y lit une restitution. Et c'est précisément ce contraste qui répond à la question laissée ouverte en « La fermeture n'est pas une fuite en avant, mais l'aboutissement d'une enquête, d'une accumulation de preuves et d'une conviction que la souveraineté commence là où cesse la délégation forcée. » Dans cette atmosphère d'incertitude, la société burkinabé s'est retrouvée face à une réalité à deux vitesses. D'un côté, une crainte légitime pour les approvisionnements, de l'autre, une fierté assumée à l'idée de reconquérir une ressource vitale. Le paysage qui émerge n'est pas seulement économique, il est psychologique, historique et profondément politique. Une région entière oscillant entre vulnérabilité immédiate et espoir durable. Dans les jours qui ont suivi la fermeture de la rivière Sahel, deux figures locales sont devenues les témoins involontaires de la nouvelle trajectoire du pays. Le premier est un ingénieur hydraulicien de Ouagadougou, chargé de reprendre le contrôle d'une station automatisée autrefois pilotée depuis l'étranger. Lorsque son équipe a accédé au serveur interne, elle a découvert que les paramètres de débit étaient calibrés selon des directives extérieures, sans prise en compte des besoins réels des communes riveraines. Cette révélation a illustré, à petite échelle, l'ampleur de la dépendance structurelle dénoncée depuis des mois par le gouvernement. Le second témoignage provient d'un agriculteur de la région de Kaya, dont les champs reposaient sur un système d'irrigation semi-automatisé fourni par une entreprise européenne.
Quelques jours après la coupure, son installation s'est arrêtée net. Plutôt que de suspendre ses cultures, il a réuni une dizaine de voisins pour réorganiser l'arrosage manuellement, en établissant une rotation nocturne. Cette décision improvisée a permis de préserver plus de la moitié des plantations, démontrant que la résilience communautaire pouvait au moins temporairement compenser un vide technique. Ces deux exemples montrent que révèle une constante. La transition n'a pas seulement un coût matériel, elle met en lumière la créativité locale et le rôle des citoyens comme relais immédiat d'une réforme menée depuis le sommet de l'État sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Les premiers impacts sont tangibles, adaptation forcée, solutions artisanales, pertes partielles, mais ils dessinent aussi un nouveau mode d'action collective. Au cœur de cette mutation, une question demeure, brève et tranchante. Qui contrôle vraiment l'eau, contrôle l'avenir. Tout commence lorsque le matin du 10 octobre 2025, tout commence par un geste sec. Les vannes de la rivière, Sahel se ferment. Aucun préavis, aucune négociation. Les équipes techniques, escortées par des unités de l'armée, coupent l'accès aux infrastructures contrôlées par l'étranger. Le signal se propage en quelques minutes. Les capteurs hydrauliques, autrefois reliés au serveur extérieur, cessent de transmettre des données. Le flux se tait. À midi, la nouvelle circule déjà sur les chaînes internationales. Les agences financières publient des alertes. Les contrats d'assurance les contrats d'assurance politique réévaluent les primes à la hausse. Les gouvernements européens convoquent d'urgence leurs cellules de crise. Pour eux, l'acte d'Ibrahim Traoré n'est pas une mesure technique, c'est une rupture d'équilibre. À Ouagadougou, l'annonce déclenche un mouvement inattendu. Les habitants sortent dans les rues, pas pour protester, mais pour soutenir. Des groupes se forment devant les bâtiments administratifs. Des pancartes apparaissent « Notre eau, notre droit ». Les radios locales relaient des témoignages. Certains pleurent de fierté, d'autres craignent l'inconnu. Le moment décisif survient lorsque 48 heures plus tard, les premières conséquences se matérialisent. Les installations industrielles dépendantes des flux hydrauliques automatisés réduisent leur activité de 40%. Les exportations ralentissent, le FMI suspend un prêt de 400 millions de dollars. L'Union européenne menace de sanctions. L'intérieur du pays se réorganise. Les ingénieurs lancent un audit complet des stations hydrauliques. Ils découvrent des anomalies, des codes propriétaires verrouillant l'accès à la régulation, des algorithmes de distribution priorisant certains compartiments industriels liés à des entreprises étrangères, des bases de données hébergées hors du continent. Chaque découverte renforce la conviction que la décision du 10 octobre n'était pas un caprice politique, mais la réponse à un verrouillage technique prolongé. Dans les campagnes, les premiers rationnements commencent. Les comités de village instaurent des tours d'eau. Les familles remplissent des seaux avant l'aube. Pourtant, malgré la pénurie, une solidarité étonnante se tisse. Les mécaniciens locaux réparent d'anciennes pompes abandonnées. Les femmes creusent de nouveaux canaux à la main. Les jeunes installent des panneaux solaires pour alimenter des puits communautaires. À l'échelle régionale, la tension monte. Le Mali et le Niger expriment leur soutien, considérant l'acte d'Ibrahim Traoré comme un précédent historique. D'autres gouvernements, plus prudents, s'inquiètent d'une propagation de l'idée. Les chancelleries occidentales, elles, dénoncent une menace pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Les répercussions se manifestent lorsque, au bout de 3 semaines, les effets secondaires s'installent durablement. Les prix du carburant augmentent de près de 20%. Les marchés deviennent silencieux. Les importations de denrées essentielles diminuent. Les entreprises étrangères ferment ou se retirent. Mais dans la capitale, une dynamique inverse apparaît. Des ateliers de réparation se multiplient, des ingénieurs burkinabés développent des solutions de substitution. Les écoles organisent des séances d'information sur la gestion locale de l'eau. Un discours circule. Si la crise est le prix de la souveraineté, alors la souveraineté vaut ce prix. Ibrahim Traoré maintient sa ligne. Il répète que la liberté hydrique n'est pas une option, mais une nécessité. Et au cœur du pays, malgré la fatigue, une majorité de citoyens semble prête à affronter la tempête pour défendre cette idée. L'ampleur réelle de la décision du 10 octobre commence à apparaître lorsque les premières séries de données nationales sont consolidées. Ces chiffres, bien qu'imparfaits et encore en cours de révision,
offrent un cadre objectif permettant d'évaluer la transition engagée par le Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. L'État cherche à comprendre ce qui a été perdu, ce qui a été préservé et ce qui peut désormais être reconstruit. Première observation, réduction de 30% de l'approvisionnement contrôlé par l'étranger, baseline delta. Avant la fermeture, près d'un tiers de l'eau destinée aux régions urbaines transitait par des infrastructures gérées par des entreprises internationales. Après l'acte du 10 octobre, cette fraction chute immédiatement de 30%. Phrase d'explication, 11 mots. Cette baisse brutale révèle la dépendance critique des réseaux hydriques urbains. Cette donnée, la plus commentée, met en lumière un paradoxe. La vulnérabilité immédiate découle précisément de ce qui rendait l'intervention nécessaire. Elle confirme que le contrôle technique externe n'était pas marginal, mais structurel. Les ingénieurs burkinabés doivent désormais reconstituer une chaîne opérationnelle complète sans les systèmes automatisés hérités. Deuxième observation. Chute de 25 à 40% des bénéfices des entreprises étrangères, baseline delta. Les rapports transmis aux instances régionales indiquent que les compagnies exploitant la rivière Sahel ont subi une contraction de leurs revenus dans les 2 mois suivants. Cette fourchette, 25 à 40%, résume la perte directe liée à l'arrêt des flux hydriques. Phrase d'explication, 12 mots. Cette contraction soudaine signale une rupture durable dans les modèles économiques externes. La variation large reflète les disparités entre secteurs. L'agro-industrie est la plus touchée, suivie par la logistique hydraulique et les unités d'extraction minérale dépendantes des systèmes de refroidissement. Ces chiffres alimentent les tensions diplomatiques, car ils démontrent que les répercussions financières ne sont pas seulement locales, mais transnationales. Troisième observation, maintien de 70% de la production agricole, baseline delta. Selon les relevés compilés par les services régionaux, les zones rurales ont réussi à stabiliser environ 70% de leurs récoltes malgré les interruptions d'irrigation. Ce maintien constitue un résultat inattendu pour une économie fragilisée. Phrase d'explication, 10 mots. Cette résilience découle des ajustements communautaires rapides et coordonnés. Cette mesure, moins spectaculaire que les précédentes, est pourtant fondamentale. Elle montre que la transition n'a pas provoqué l'effondrement généralisé annoncé par certains observateurs extérieurs. Elle souligne également le rôle déterminant des communautés locales, capables de compenser temporairement les failles des infrastructures nationales. Lecture globale des 3 deltas. Ensemble, ces chiffres esquissent un paysage complexe. L'impact immédiat est lourd. Baisse d'offres, pertes industrielles, tensions géopolitiques. Mais ils démontrent aussi une capacité interne inattendue. Le pays avance en équilibre instable, cherchant une issue entre résilience et risque. Pour Ibrahim Traoré, ces données constituent autant de repères que de défis. Elles servent de boussole dans une phase où chaque décision peut réduire la pression ou l'amplifier. Au terme de cette analyse, une certitude s'impose. La souveraineté hydrique ne se décrète pas avec un geste politique unique, elle se bâtit dans la lecture précise de chaque variation mesurée et de chaque ajustement local. 2 lectures majeures se confrontent depuis la fermeture de la rivière Sahel, chacune portée par des arguments solides et souvent irréconciliables. La première, défendue par plusieurs experts internationaux, affirme que la décision a fragilisé un pays déjà vulnérable. Selon eux, priver brusquement les infrastructures industrielles et urbaines d'un flux d'eau stabilisé par des systèmes étrangers revient à désorganiser les chaînes d'approvisionnement sans solution de rechange durable. Il rappelle que la suspension du prêt de 400 millions de dollars, la réduction de 40% de l'activité industrielle et l'augmentation de près de 20% des prix du carburant constituent des signaux clairs. Le Burkina Faso risque dans cette logique un enchaînement de pénuries, de ralentissements prolongés et d'isolement diplomatique. La seconde lecture, soutenue par une partie du monde académique africain et par de nombreux citoyens burkinabés, considère au contraire que l'acte du 10 octobre était non seulement légitime, mais inévitable. Pour eux, maintenir le statu quo revenait à accepter un système où les infrastructures hydrauliques, les données climatiques et même les mécanismes de régulation demeuraient sous contrôle extérieur depuis 1937. Ils insistent sur un point décisif.
aucune souveraineté effective n'est possible si l'accès à l'eau, ressource vitale, reste dépendant d'algorithmes propriétaires, de serveurs hébergés hors du continent et d'entreprises dont les bénéfices, et en baisse de 25 à 40% après la fermeture, n'étaient pas réinvestis localement. À leurs yeux, l'acte d'Ibrahim Traoré n'a pas déclenché la crise, il l'a révélée. Pour départager ces deux positions, la réponse la plus cohérente provient des données observées durant les premières semaines. Les difficultés sont réelles. Rationnement, tensions financières, retraite d'investisseurs. Mais les signes de résilience le sont tout autant. Maintien de 70% des récoltes grâce aux ajustements communautaires, audits techniques permettant enfin de comprendre l'étendue des verrous, mobilisation populaire autour du slogan « Notre eau, notre droit ». Ainsi, le Stillman le plus équilibré ne nie ni les risques ni les avancées. Il montre une réalité hybride. Un pays en transition, confronté à des coûts élevés, mais porté par une dynamique collective qui redéfinit la notion même de dépendance. Une ligne vient de bouger. Au milieu de la crise, un constat inattendu surgit. Malgré la réduction de 30% de l'approvisionnement sous contrôle étranger, les systèmes communautaires ont absorbé un volume bien supérieur aux prévisions initiales. Ce renversement partiel révèle une faille dans les modèles utilisés par les institutions internationales qui n'avaient jamais intégré la capacité d'auto-organisation des villages burkinabés. Dans les rapports transmis au gouvernement, un détail attire l'attention. Plusieurs stations hydrauliques, anciennement verrouillées par des algorithmes propriétaires, sont redevenues opérationnelles après leur reconfiguration manuelle, sans interface étrangère. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte agit comme un marqueur politique. Ce n'est plus seulement la fermeture d'une rivière, c'est la démonstration qu'un réseau national peut fonctionner hors des schémas hérités de 1947. À partir de ce point charnière, le paysage s'inverse. Les comités de quartier stabilisent la distribution locale. Les agriculteurs restructurent leur cycle d'arrosage. Les écoles organisent des journées de sensibilisation pour expliquer comment gérer l'eau au niveau communautaire. Ce n'est pas une victoire totale, c'est un pivot. Le moment où la crise cesse d'être seulement un effondrement potentiel pour devenir une transition mesurable. La courbe se redresse lentement. Les conséquences de la fermeture de la rivière Sahel se déploient désormais dans 4 directions distinctes, chacune révélant une facette du bouleversement engagé depuis le 10 octobre. Les données disponibles, bien que fragmentaires, permettent d'observer comment l'action d'Ibrahim Traoré a reconfiguré la vie quotidienne, l'économie nationale, les dynamiques sociales et l'équilibre régional. Au niveau national, sur le plan intérieur, l'État a dû réapprendre à fonctionner sans les systèmes automatisés hérités. Les audits techniques ont mis en évidence des infrastructures verrouillées depuis des décennies, obligeant le pays à réinventer sa propre chaîne hydraulique. Les services publics ont été les premiers touchés, rationnement, coupures ponctuelles, réaffectation de techniciens vers les stations prioritaires. Pourtant, malgré ces tensions, un phénomène inattendu s'est consolidé. La montée en compétences accélérée des ingénieurs burkinabés. La reprogrammation manuelle de plusieurs stations a permis de rétablir partiellement le contrôle du flux sans assistance étrangère. La logique nationale a donc évolué d'une dépendance technique vers une autonomie progressive, encore fragile, mais réelle. Du côté économique, les entreprises demeurent le secteur le plus exposé. La réduction de 40% de la production industrielle dans les 2 semaines suivant la fermeture a entraîné des pertes d'emplois temporaires et des arrêts d'usines. Les investisseurs extérieurs, quant à eux, ont suspendu plusieurs projets d'extension, mais une autre dynamique s'observe. Les ateliers de réparation, les petites unités de fabrication locale et les entreprises d'énergie solaire ont connu une forte demande. Les mécaniciens ont remis en service d'anciennes pompes, les coopératives agricoles ont créé leur propre réseau d'irrigation. Une économie improvisée mais robuste est apparue, révélant la capacité du pays à compenser partiellement les flux perdus. Pour la population, les effets ont été immédiats. Les coupures d'eau et d'électricité ont transformé les routines. Les familles se lèvent plus tôt pour remplir les réservoirs. Les quartiers organisent des tours de distribution. Certaines régions rurales, étonnamment, se sont adaptées plus vite que les villes grâce à leur tradition de gestion collective des ressources.
Mais au-delà des difficultés matérielles, un changement psychologique s'est installé. Le sentiment que la ressource n'est plus administrée depuis l'extérieur. Dans les réunions de village, dans les écoles et même dans les marchés, la décision d'Ibrahim Traoré est interprétée comme un acte de réappropriation plutôt que comme une privation. Cette perception modifie la manière dont la crise est vécue au quotidien. À l'échelle régionale, sur le plan régional, la rupture a déplacé les équilibres. Le Mali et le Niger ont exprimé un soutien public, évoquant la possibilité d'une coopération hydrologique interafricaine. Les chancelleries européennes, au contraire, ont renforcé les pressions diplomatiques et économiques. Cette polarisation crée un nouvel axe sahélien, où la souveraineté des ressources devient un marqueur politique. L'action d'Ibrahim Traoré sert de précédent. Elle inspire certains, inquiète d'autres, mais reconfigure inévitablement les alliances. Au croisement de ces 4 dimensions, une vérité apparaît. La fermeture de la rivière n'est pas seulement un fait technique, mais une recomposition profonde de la société et du paysage politique ouest-africain. À ce stade de la transition, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne reposent pas sur des anticipations spéculatives, mais sur les tendances observées depuis la fermeture de la rivière Sahel et sur la structure même du système que le Burkina Faso tente de reconstruire après des décennies de dépendance. Ibrahim Traoré, conscient du rapport de force, sait que le pays ne navigue pas dans un vide. Chaque ajustement intérieur déclenche une réaction extérieure et chaque adaptation locale ouvre ou ferme une porte pour les 6 à 12 prochains mois. Un scénario de base. Dans l'option la plus probable, l'économie burkinabé poursuit une réorganisation lente mais continue. Les coopérations techniques déjà amorcées avec le Mali et le Niger deviennent plus structurées, sans pour autant se transformer en alliances formelles. Les infrastructures hydrauliques restent fragiles, mais les ingénieurs nationaux parviennent à stabiliser un fonctionnement minimal. Les sanctions financières ne sont ni levées ni durcies, mais se maintiennent à un niveau qui freine les marges d'action sans provoquer d'effondrement. L'inflation demeure élevée mais contenue. Le pays avance, pas à pas, sur une ligne de crête. 2. Scénario optimiste. Dans la version la plus porteuse, la crise sert de catalyseur régional. Plusieurs États du Sahel adoptent des mesures de souveraineté similaires. Une coopération hydrologique africaine voit le jour, centrée sur l'échange de compétences, la mutualisation de solutions techniques simples et la formation de spécialistes. Le Burkina Faso devient un pôle de référence en matière de gestion autonome des ressources. Les tensions internationales persistent, mais une partie du continent accorde une légitimité nouvelle à l'acte du 10 octobre. Une croissance modérée réapparaît. 3. Scénario critique. Dans l'hypothèse la plus difficile, les réserves financières s'amenuisent, entraînant des pénuries prolongées. Les infrastructures hydrauliques, encore instables, subissent des pannes répétées. Les partenaires régionaux se distantent pour éviter de subir des contre-pressions diplomatiques. La fatigue sociale augmente. La cohésion communautaire, bien qu'importante, ne suffit plus à compenser les défaillances structurelles. Le pays risque un isolement total, une recommandation de pensée. Pour naviguer entre ces futurs, une ligne directrice s'impose. Ne confondre ni vitesse ni bruit avec trajectoire. Dans une transition de souveraineté, le risque immédiat ne mesure pas la valeur du long terme. Seule la capacité à ajuster, apprendre et absorber les chocs détermine la destination réelle. Dans les rues d'Ouagadougou, comme dans les villages du Nord, la décision de fermer la rivière Sahel n'est plus perçue comme un simple acte politique. Elle est devenue une expérience intime. Chaque foyer, chaque école, chaque marché vit la transition selon 3 registres émotionnels distincts que l'on peut lire comme 3 zones de résonance humaine, A, B et C. Groupe A, ceux qui portent le quotidien. Pour les familles, la crise s'exprime d'abord par des gestes simples. Se lever plus tôt pour remplir les réserves, organiser des tours de distribution, repenser les habitudes d'économie d'eau. Ces efforts imposent une vigilance constante, mais ils donnent aussi naissance à des micro-réseaux de solidarité. Les enfants, eux, comprennent soudain que l'eau qu'ils boivent n'est plus gérée depuis l'extérieur. Ce changement subtil nourrit un sentiment de dignité nouvelle. Groupe B, ceux qui transforment la contrainte en action. Les enseignants
organisent des séances pédagogiques sur la gestion locale. Les ingénieurs bénévoles réparent des installations anciennes. Les femmes, souvent en première ligne, animent les puits communautaires. Chacun devient acteur d'un système que l'on croyait figé. Ici, la fermeture n'est pas vécue comme une perte, mais comme un moment où l'on se réapproprie ses propres capacités. Groupe C. Ceux qui donnent un sens symbolique, les artistes peignent la rivière, Sahel comme une figure libérée. Les jeunes citadins voient dans la fermeté d'Ibrahim Traoré un modèle de résistance africaine. Des slogans circulent, des chants apparaissent et une forme d'imaginaire politique se recompose autour de l'idée que la souveraineté n'est pas abstraite. Elle se vit, elle se partage, elle s'incarne. À la croisée de ces trois groupes, un fil commun se dessine. Lorsque l'eau change de main, c'est la manière de se penser soi-même qui change aussi. La transition engagée depuis la fermeture de la rivière Sahel ne peut réussir qu'à travers une méthode stricte, progressive et mesurable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement a esquissé une feuille de route articulée autour de 5 étapes cohérentes, chacune définissant clairement les acteurs, les actions, les échéances et les indicateurs de suivi. 1. Sécurisation des infrastructures qui, ingénieurs nationaux et unités militaires. Quoi ? Audit intégral de chaque vanne, station et canal. Quand ? Dans les 3 premiers mois. Mesure, nombre de dispositifs libérés de codes étrangers. 2. Formation d'une génération d'experts locaux. Qui ? Université de Ouagadougou, Bamako et Niamey. Quoi ? Programme accéléré en hydrologie, gestion de données et automatisation simple. Quand ? Déploiement immédiat, montée en puissance en 6 mois. Mesure, cohorte certifiée plus postes opérationnels occupés. 3. Création du Conseil du Sahel, qui, Burkina Faso, Mali, Niger. Quoi ? Organe régional pour coordonner les échanges techniques, les niveaux d'eau et les plans d'urgence. Quand ? Constitution progressive dans l'année. Mesure, protocole commun, signé et exercice conjoint. 4. Mise en place d'un fonds national pour l'eau qui, État plus investisseur africain. Quoi ? Financement de technologies vertes, pompes solaires, solutions basées sur la gravité. Quand ? Dès que les comptes budgétaires sont stabilisés. Mesure, projet financé, plus installations en service. 5. Institutionnalisation de la transparence qui, ministère de l'eau et comité citoyen. Quoi ? Publication des contrats, volume prélevé, décision de gestion. Quand ? En continu, avec rapport trimestriel. Mesure, accès public aux données, plus audit, citoyen, validé. Au cœur de cette méthode, une idée domine. La souveraineté hydrique ne s'improvise pas. Elle se construit pas à pas, preuve après preuve. Sur les rives redevenues calmes du Sahel, l'écho des premiers jours revient comme une mémoire vive. L'ingénieur de Ouagadougou, celui qui avait découvert les serveurs verrouillés, observe désormais une station qui fonctionne sous contrôle local. L'agriculteur de Kaya, qui avait improvisé une rotation nocturne pour sauver ses cultures, contemple des canaux qu'il a lui-même réaménagés avec ses voisins. Ces deux silhouettes, croisées incarnent une transformation qui dépasse les chiffres et les rapports officiels. Dans ce décor nouveau, Ibrahim Traoré apparaît non comme un protagoniste solitaire, mais comme le catalyseur d'une recomposition lente et profonde. Les gestes quotidiens se sont adaptés, les systèmes ont été réinventés, et la rivière, autrefois administrée depuis l'extérieur, coule maintenant sous un regard différent. Ce n'est plus une crise, mais une reconstruction en mouvement, faite de mains locales, d'ingénierie modeste et d'une volonté qui persiste malgré la fatigue. Au cœur de cette scène, une phrase murmurée résume l'esprit du moment. La liberté se construit goutte après goutte. Et dans le courant du Sahel, chacun voit désormais une part de ce qu'il veut protéger et transmettre. Au terme de cette traversée, la rivière Sahel n'est plus seulement un lieu, mais un repère collectif. Elle incarne une transition où chaque citoyen, chaque village, chaque école a redécouvert le sens de l'autonomie. L'histoire de ces derniers mois montre qu'une nation peut réécrire sa relation à ses ressources lorsque la volonté politique rencontre l'ingéniosité locale. Cette transformation silencieuse contient une portée plus large. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un travail long, exigeant, parfois douloureux, que chacun contribue à sa manière à réaliser.
Les comités de quartier, les ingénieurs bénévoles, les familles organisées autour de la distribution d'eau ont montré qu'un pays peut avancer même lorsque les certitudes s'effondrent. Dans cet élan, la rivière devient un miroir. Ce que le Burkina Faso y projette aujourd'hui, d'autres pays africains pourraient à leur tour s'y reconnaître, non par imitation, mais par affirmation propre. Alors, la question essentielle demeure, ouverte, calme et puissante. Que vaut la souveraineté si elle ne coule pas jusqu'à la dernière goutte ?